je vous ai dit que les domaines, est-ce que vous voyez cette diapo? Oui. Vous êtes en train de voir cette diapo, s'il vous plaît? Oui. Très bien. Alors, les domaines de l'éthique, je les divise en quatre. En quatre, l'éthique de l'accès aux soins, l'éthique et santé publique, éthique clinique, et puis l'éthique de la recherche médicale, qui est un petit peu la bioéthique. Alors, vous allez voir, quand je vais détailler tout ça, que c'est très important. C'est très important, si vous voulez, comme thème et comme discussion. Et c'est toujours une réflexion. Toujours une réflexion, comme je vous ai dit hier. Hein. Et donc, pour l'accès aux soins, le premier point, l'accès aux soins, et là, vous lisez sur votre diapo que l'OMS définit un droit à la santé à toute personne humaine, avec pour corollaire un égal accès aux soins pour tous. Alors, c'est-à-dire que toute personne sur cette planète a un droit à la santé. Toute personne humaine sur cette planète a un droit à la santé. Ça, c'est bien. Alors, je vous explique. C'est-à-dire que nous avons comme passion, même nous médecins, nous avons un droit à la santé. Tous comme nous sommes des personnes humaines sur cette planète. Mais de l'autre côté, quand nous devenons médecins et que nous exerçons, nous avons un devoir de sécurité sanitaire. Un devoir de sécurité sanitaire, c'est-à-dire que nous devons assumer notre responsabilité et assurer les soins à toute personne humaine malade. Est-ce que c'est compris? C'est bon? Ou je recommence? Oui. C'est bon. Alors, donc, c'est un droit à la santé qui remonte si vous voulez, au fait qu'il y ait une évolution du droit à la santé dès l'apparition du droit. À peu près 15e siècle, on a le droit à la santé. Et si on ne donne pas des soins à une personne, ça rentre dans le cadre de l'absence d'aide médicale urgente ou d'aide médicale. On ne peut pas refuser un malade. À partir du moment où nous sommes en exercice, nous ne pouvons pas refuser un malade. L'urgence étant à part, hein, l'urgence, on peut en discuter après. Alors, le corollaire, l'égal accès aux soins pour tous, est-ce qu'on peut l'assurer? J'ai dit point d'interrogation tout à l'heure. Eh bien, tout simplement parce que les moyens ne sont pas les mêmes partout. Les moyens ne sont pas les mêmes partout parce que il y a un système de santé, parce qu'il y a des centres de soins, il y a des EPH, il y a des EHS, il y a des CHU. Et le traitement qui est donné dans un petit dispensaire n'est pas le même qui peut être, je dis bien qui peut être donné dans un CHU ou dans un grand hôpital. Donc, c'est pas la même chose. On peut faire une consultation, quelques soins, mais on peut pas faire une exploration dans un petit dispensaire. On peut pas faire un scanner, on peut pas faire un IRM. On peut pas faire, si vous voulez, un bilan complet, biologique, biochimique. On peut pas faire une exploration comme on l'a fait dans un grand hôpital. Donc, l'égal aux soins, le corollaire de l'égal aux soins n'est pas forcément un acquis pour tout le monde, notamment ceux qui n'habitent pas dans les grandes villes. Mais il faut que cette personne se présente au CHU pour que ce corollaire soit garanti, ce corollaire d'égal accès aux soins soit garanti à toute personne humaine. Alors, je lis après dans cette diapo que dans ce domaine, une double contrainte est relevée. C'est celui d'éviter de prendre en compte les différences de culture, de structure géopolitique et sociale. Et c'est vrai parce que
si vous voulez, chaque système de santé, là, c'est différent entre un système de soins et un système de santé. Chaque système de santé, si vous voulez, est conçu dans le cadre des spécificités de chaque pays. Et puis, je ne sais pas si vous avez fait un enseignement sur le système de santé, mais c'est pas la même chose, par exemple, en France et en Allemagne. C'est pas la même chose en France et aux États-Unis. C'est pas la même chose entre la France et Cuba, par exemple. Et vous allez après comprendre pourquoi j'ai dit Cuba. Parce que c'est une nationalisation de la médecine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de secteur privé. Il n'y a que le régime public. Voilà. Donc, il y a des différences. Le soin va être différent d'un pays à un autre. Et puis, celui des lois, la deuxième contrainte, c'est les lois et les règlements propres à chaque pays. Par exemple, le système anglais, vous avez un chemin bien tracé. Vous avez un chemin tracé d'accès aux soins. C'est-à-dire, vous avez ce qu'on appelle le family practitioner, c'est le médecin de famille, et puis c'est lui qui vous oriente en fonction des nécessités et des besoins. D'accord? Et donc, vous n'avez pas, comme chez nous, par exemple, le libre choix du médecin. Vous pouvez partir dans le privé, dans le public, là où vous voulez. C'est pas la même chose. Ça, c'est la contrainte. Et donc, l'accès aux soins, c'est un acquis, certes, mais c'est différent d'un pays à un autre. Égal ou pas égal, on est soigné. L'essentiel, c'est qu'on est soigné. Et puis, cet accès aux soins repose sur les paramètres suivants. C'est une demande désormais universelle, immédiate, exigeante et sans limite. C'est-à-dire que nous voulons tous être soignés de la même manière et du maximum d'efficacité et d'efficience de ces soins. Alors, la notion d'efficience est une notion très importante. Vous devez la mettre dans votre tête, efficience des soins. C'est une garantie de la bonne pratique médicale. Alors, l'offre, évidemment, c'est un deuxième paramètre qui est lié trop souvent à des critères de rentabilité. Je ne sais pas si vous entendez parler en France, par exemple, des maternités qui ferment dans des petites régions où il n'y a pas beaucoup de monde parce que la maternité ne travaille pas beaucoup et dans la ferme et on oriente les parturientes dans des structures plus grandes. Vous connaissez ça, je suppose. Vous m'entendez? Vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, docteur, oui. Et vous avez compris ce que je dis? Ou je répète, vous avez tout compris? Vous avez compris, s'il vous plaît? Oui? Ou certains ont compris, d'autres non? Oui, docteur. Des difficultés, je vous informe que vous pouvez venir aussi problème. Alors, le troisième paramètre, c'est la recherche permanente d'équilibre. Ça fait la relation médecin-patient s'inscrit dans un cadre contractuel qui est, si vous voulez, en même temps lié par un aspect juridique. C'est-à-dire que la relation entre le médecin et le patient, elle est liée à des clauses. Des clauses, c'est-à-dire des obligations réciproques que le médecin a et que le malade a. Le médecin doit donner des soins conformes et actuels, et puis le malade doit suivre les prescriptions, le traitement et les conseils du médecin. Ça, c'est des obligations réciproques qu'on appelle les obligations synalagmatiques. Des obligations synalagmatiques. D'accord? Alors, dans cette relation, il y a 4 clauses. Dans cette relation, il y a 4 clauses. La première clause, c'est la capacité de contracter, la capacité de traiter. Vous êtes capable, vous êtes en poste, vous êtes médecin, vous avez tous les moyens pour faire ces actes médicaux, que ce soit en spécialité ou pas. Et puis, si vous voulez, la deuxième, et puis le malade, il faut qu'il soit capable de contracter les actes de la vie
c'est-à-dire qu'il est en pleine possession de ses capacités mentales et physiques pour venir chez vous ou bien être ramené par quelqu'un d'autre. Bon, évidemment, il y a des exceptions. Les exceptions, c'est les états d'urgence, les malades mentaux, les enfants qui n'ont pas la capacité de contracter les actes de la vie. Et puis, vous avez, bon, ça c'est pour la capacité. La capacité, c'est une capacité juridique. C'est une capacité juridique, c'est-à-dire qu'on peut traiter les affaires entre nous. C'est ça la capacité juridique en général, c'est-à-dire qu'on peut se présenter chez un médecin et lui dire oui, vous me traitez monsieur le docteur. Puis le consentement, on est d'accord, que ce soit pour le médecin, que ce soit pour le malade. Le médecin présente un consentement à partir du moment, bon, le consentement en service public, c'est à partir du moment où vous prenez fonction jusqu'à ce que vous terminez votre mission. Pour le malade, son consentement consiste à se présenter en face du malade et lui dire oui, je voudrais être soigné par vous, en quelque sorte. Le consentement peut être tacite, c'est-à-dire le fait de se présenter, ça veut dire qu'il est d'accord pour être traité par ce médecin. La troisième clause, c'est l'objet. L'objet, il faut qu'il soit médical. Il faut qu'il soit médical, c'est-à-dire que la relation entre le médecin et le malade s'inscrit dans un cadre purement médical de soins. C'est-à-dire qu'il vient voir ce médecin pour être soigné. La quatrième clause, il faut qu'elle soit licite. C'est la cause qu'on appelle la cause, il faut qu'elle soit licite. Alors, cette clause licite, c'est-à-dire qu'il vient pour quelque chose de légitime, de normal, qui n'est pas interdit. S'il vient pour un avortement, l'avortement est un interdit, on ne peut pas y avoir une relation médicale. C'est une relation autre. Elle n'est pas légale. Elle n'est pas légale, cette relation. L'avortement n'est pas un acte légal, donc la relation ne peut pas être légale. Voilà un petit peu l'accès aux soins. Est-ce qu'il y a des questions à poser sur ce premier point, s'il vous plaît? Oui, docteur. Allez-y. Docteur, est-ce qu'on peut refuser des patients en dehors de l'urgence, par exemple le secteur privé ou bien? Alors, je vous ai dit qu'il y avait des spécificités dans cette relation. Les spécificités dans cette relation, c'est l'urgence, c'est le malade mental et c'est l'enfant. D'accord? Alors, quelqu'un qui se présente dans un cadre d'urgence, c'est-à-dire qui ne peut pas contracter une relation médicale. C'est-à-dire qu'il y a nécessité parallèlement de le prendre en charge en extrême urgence. Alors là, vous n'avez pas besoin de capacité, vous n'avez pas besoin plutôt de consentement, puisqu'il ne peut pas l'exprimer. D'accord? Alors, vous devez, devant toute urgence, lever l'urgence ou vous assurer que quelqu'un va le prendre en charge tout de suite. D'accord? Donc, l'urgence, c'est-à-dire, c'est une aide médicale urgente à donner au malade. Alors, cette aide, si vous ne la donnez pas, c'est que vous êtes passible d'une sanction, d'un refus de soins et qui rentre dans la non-assistance à personne en danger. Parce que le danger, il est médical à tout moment. À tout moment. Il n'y a pas d'heure de travail. Vous avez saisi? Il n'y a aucune heure de travail. Même si vous êtes dans la rue, quelqu'un, par exemple, a avalé quelque chose de travers, eh bien, vous devez le soulager. Vous devez faire sortir cette chose. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Merci, bon, docteur. Oui. Donc, on doit accepter les patients même en dehors de l'urgence. Donc, on est obligé de les examiner. Les cas, non, je vous explique. Vous êtes dehors, dans la rue, vous êtes médecin. D'accord? Il y a quelqu'un qui va mourir par un IDM. D'accord? Il va faire un infarctus du myocarde.
si vous ne faites pas un massage cardiaque, c'est-à-dire que vous n'apportez pas votre contribution de soins, vous pouvez être passible de sanctions pénales pour non-assistance à personne en danger. D'accord? C'est bon? C'est notre Merci, docteur. qualification de médecin qui nous oblige à sauver toute personne dans un état d'urgence. Maintenant, vous êtes en exercice dans un service public. D'accord? Vous travaillez par exemple de 8 heures à 16 heures, de 8 heures du matin jusqu'à 16 heures d'après-midi. Vous devez assumer votre mission. Le service public, ça veut dire que d'abord, c'est ce qu'on appelle la continuité du soin, le service public. C'est-à-dire dans l'hôpital, on ne peut pas arrêter le travail à 16 heures. Vous êtes d'accord? À 16 heures commence la garde. Donc, nous avons un devoir de continuité des soins. L'hôpital ne s'arrête pas de travailler. Il faut faire une différence entre la garde et l'urgence. Vous m'entendez? Oui, Vous docteur. m'entendez, s'il vous plaît? Oui, docteur. Alors, il y a une différence entre l'urgence et la garde. L'urgence, c'est un état physique d'un malade. L'urgence médicale, c'est un état physique du malade qui nécessite des soins. D'accord? La garde, c'est une présence physique du médecin dans une structure publique ou privée. Il assure la garde. C'est sa présence. La garde, c'est la continuité des soins. On n'arrête pas de soigner les malades. Surtout quand c'est une structure d'hospitalisation. On n'arrête pas de soigner les malades. Le médecin, il y a des médecins qui travaillent de 8 heures à 16 heures, et puis il y a les médecins qui travaillent de 16 heures à 8 heures du matin. C'est-à-dire, ils assurent la garde, c'est-à-dire, ils assurent la continuité des soins. Et dans le service public ou dans les cliniques privées, nous avons un devoir de continuité des soins. On n'arrête pas de soigner. H24. Dans un cabinet médical, il y a des horaires de travail parce que c'est juste une consultation. C'est bon? C'est juste une consultation. Et s'il y a nécessité d'hospitalisation, on l'oriente vers une structure d'hospitalisation, privée ou publique. C'est bon? J'ai répondu à votre question? Merci, docteur. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Docteur, j'ai une Je vous deuxième donne question. quelques secondes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Réfléchissez. Docteur, Oui. j'ai une deuxième question. Oui, oui, Par allez-y, exemple, allez-y. un médecin qui travaille dans une entreprise, Oui. est-ce qu'il a le droit d'accepter Oui. des patients qui sont extérieurs, externes de cette entreprise? Est-ce qu'ils ont le droit d'accès aux soins au niveau de cette entreprise, de cet établissement? D'accord. Écoutez. Bon, quand quelqu'un travaille dans une entreprise, il est supposé soigner le personnel de l'entreprise. C'est comme ça. Il est supposé soigner le personnel Oui. de l'entreprise. Oui. Maintenant, imaginez une situation d'urgence à côté de l'entreprise. Il faut qu'il prenne en charge cette situation d'urgence. Maintenant, si c'est une consultation simple qui vient de l'extérieur, il peut refuser parce que lui, il est supposé avoir comme patient, je ne dis pas d'urgence, c'est pas une situation d'urgence, hein, c'est une situation ordinaire de consultation, il peut refuser. Voilà. Merci, docteur. C'est bon? Voilà. Il y a d'autres questions, s'il vous plaît? C'est bon? Alors, le premier point, c'était l'accès aux soins. C'était le premier point, c'est un problème éthique, c'est un problème moral, c'est un problème déontologique qu'on a discuté. Alors, l'éthique et système de santé.
éthique et système de santé. Alors, pardon, voilà. Alors là, j'ai mis avant de parler d'éthique et système de santé, je vous explique un petit peu qu'est-ce que c'est qu'un système de santé et qu'est-ce que c'est qu'un système de soins. Donc, le système de santé, c'est l'ensemble des éléments qui déterminent l'état de santé d'une population. Il se conçoit comme un système organisé d'action dont la finalité est d'améliorer la santé de la population. D'accord? Donc, c'est un système de santé. Nous avons un système de santé fait d'un secteur public et d'un secteur privé. D'accord? C'est ça notre système de santé. Et puis, il y a une sécurité sociale qui rembourse un petit peu parce que nous sommes cotisants dans une sécurité sociale. Nous sommes cotisants de cette sécurité sociale et nous avons les soins dans les structures et nous sommes remboursés, notamment pour les arrêts de travail, etc. Puis, parallèlement, nous avons un système à médecine gratuite qui a été instauré en 1974 par une ordonnance du feu président Ouali Boumediene qui date de décembre 1973, instaurant la médecine gratuite en Algérie à partir du 1er janvier 1974. Vous n'étiez pas encore né. Donc, nous avons deux systèmes qui fonctionnent parallèlement en Algérie, mais c'est un système qui fonctionne parfaitement, je pense. C'est organisé, vous avez le libre choix, vous voulez partir dans le service public ou dans le service privé, comme vous voulez. Vous voulez partir dans les cabinets, vous pouvez partir dans les cabinets. Vous n'êtes pas obligé, par exemple, comme système anglais, où vous devez prendre un médecin de famille. Et puis, c'est lui qui va vous orienter, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, nous avons un système un petit peu libéral, de santé libérale, qui nous permet le libre choix du médecin en quelque sorte. Sauf que dans le public, nous n'avons pas ce libre choix. Il y a une consultation qui est programmée et on va chez le médecin programmé pour sa consultation. D'accord? Donc, ça c'est pour le système de santé, je m'arrête là. Alors, le système de soins, c'est autre chose, c'est l'ensemble des services qui fournissent des prestations à la population et dont le but est d'améliorer la santé de la population. Donc, dans le système de santé, c'est toujours la bonne prise en charge des malades, c'est les moyens. Dans le système, c'est l'organisation, c'est le parcours du patient dans un système de soins. D'accord? Et donc, je vous ai un petit peu parlé du parcours. Donc, il va à la consultation de l'hôpital du secteur public, pardon. Et puis, il va dans la structure publique s'il va être opéré. Il va dans le privé s'il veut continuer les soins dans les cliniques privées, ou bien il peut rebifler vers le secteur public s'il le veut. Donc, nous avons toute la latitude d'aller là où nous voulons. D'accord? Alors, les entités finalement du système de soins sont des offres de soins. Nous avons toutes les offres de soins en face de nous et nous allons là où nous voulons. Et je crois que nous avons un bon système de soins et de santé. Alors, l'éthique et santé, l'éthique et système et santé publique. Donc, c'est pour lutter contre les fléaux de santé publique, médicaux, sociaux. Et donc, ça passe par une prévention, par une promotion de l'éducation sanitaire. Et la prévention, si vous voulez, c'est très important dans un pays. La prévention est très importante. Vous avez des, comment dire, sur les médias, des présentations sur qui, par exemple, vous avez de la publicité dans laquelle on vous met en bas, ne mangez pas, n'abusez pas trop, mangez 5 fruits et légumes par jour, etc. Ça, c'est de la prévention qui rentre dans le cadre de l'éthique et de la santé publique. Alors, de toute façon, dans toutes les publicités, vous avez de la prévention parallèle en bas, sous-titrée, qui passe et que vous lisez. Et donc, cette prévention, cette publicité, avec cette prévention en bas, c'est évidemment, il y a la vaccination, il y a d'autres formes de prévention, il y a toutes les si vous voulez, les vaccinations, toutes les informations qu'on vous donne sur la télé, sur la prévention, sur la vaccination, sur votre mode de vie.
qu'il faut changer pour avoir une bonne santé. Comme on dit, ta santé dépend de ton assiette. En quelque sorte, c'est un petit peu ça. Donc, nous luttons contre ces maladies. Et donc, par rapport à ça, évidemment, il y a un problème éthique. Il y a un problème éthique. Et donc, le questionnement qui se pose et qui est lié à cette prévention, c'est quelle est la qualité de l'information que l'on doit donner aux patients? Est-ce qu'elle est exhaustive? Est-ce qu'elle est objective, etc. C'est des questions que l'on se pose. Donc, on va influencer sur le mode de vie de la population. De toute façon, quand vous êtes en pratique, vous allez déjà donner des conseils. Un hypertendu, vous allez lui dire, monsieur, vous allez arrêter le sel. Un diabétique, monsieur, vous allez arrêter le sucre. D'accord? Vous allez leur dire, il faut plus se stresser, il faut prendre, si vous voulez, beaucoup de sommeil, vous avez les horaires nécessaires pour dormir, pour se reposer. Tout ça, ça fait partie un petit peu des conseils que l'on peut donner à nos patients. Et puis, c'est-à-dire, c'est des questionnements. Qu'est-ce qu'on doit donner comme information? Comment on doit intervenir dans son mode de vie? Excusez, il y a quelqu'un qui m'appelle. Oui, voilà, je te rappelle, je suis en plein cours. Je suis en plein cours, je te rappelle, s'il te plaît. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Oui, d'accord, d'accord. D'accord, ça y est, le PH, le SP, le PS. D'accord, très bien, ça y est. Et envoie, ça y est, d'accord, ok. Parfait. Ça, d'accord, c'est bon. D'accord, ça. Excusez-moi. Alors, j'étais en train de dire comment on doit intervenir dans le mode de vie des individus, dans l'activité, et même par exemple, comment on peut intervenir sur le plan collectif. Parce que après, je vais vous dire, action de santé publique sans collectif, à prise de conscience individuelle. C'est-à-dire, quelle va être la réaction collective en agissant au niveau individuel, et où commence le bénéfice collectif et où s'arrête la liberté individuelle. C'est-à-dire que imaginez là maintenant, dans le Covid, vous avez un couple qui a dans un a le Covid, il faut traiter les deux par prévention. Et si le deuxième vous dit non, je ne prends pas le médicament, qu'est-ce que vous allez lui dire? La même chose, une méningite dans une collectivité locale, où il y a par exemple des gens qui vivent dans une maison, ils sont 10, un ou deux font une méningite, notamment si elle est bactérienne. Donc, il va y avoir une transmission de cette maladie. Donc, il faut prévenir les autres. Il faut leur donner tous la ravamycine. Si on ne le fait pas, le deuxième va faire sa méningite. Donc, comment on peut intervenir dans ce mode de vie? On va les obliger à prendre la ravamycine. Et s'ils refusent? Donc, c'est ça l'intérêt, le problème, le questionnement éthique. Si vous voulez, de la santé publique. C'est-à-dire comment peut-on agir 10. Après, ils vont sortir. S'il n'y a pas de confinement, par exemple, le cas de confinement, on est chez nous confinés pour ne pas recevoir le Covid. Et après, mais en même temps, pour ne pas, si vous voulez, le transmettre. Pourquoi on hospitalise les gens? Ils sont en fait confinés. Donc, c'est un petit peu ça l'intérêt de la santé publique. Et donc, comment peut-on agir en fait sur la liberté individuelle? On va lui dire non. C'est un problème éthique. Donc, il faut qu'on accepte ce problème. Il faut qu'on fasse ce confinement. Il faut qu'on soit très sensible à la santé publique. Donc, nous sommes des médecins. Donc, les médecins, si vous voulez, c'est eux qui doivent dire qu'il faut faire un confinement, qu'il faut intervenir, qu'il faut faire la vaccination. Donc, nous sommes un petit peu ceux qui entament un petit peu la civilisation dans toutes les pathologies transmissibles.
Est-ce que vous m'avez compris? C'est bon? Est-ce que vous m'avez compris? Personne ne dit oui. Oui, docteur. C'est bon? Donc, voilà un petit peu l'intérêt de ce que nous devons faire dans le cadre de la santé publique, et puis qui pose des contraintes parce qu'on va bloquer des gens, on va traiter des gens sans que ça soit nécessaire, parce que quand on donne de la rovamicine à des gens qui ont été dans une structure avec quelqu'un qui fait une méningite, mais moi, pourquoi nous faisons que de la prévention? Nous faisons, donc, il y a un problème éthique. Il y a un problème éthique, moral, et puis nous obligeons des gens à prendre des médicaments alors qu'ils sont libres. Ils sont libres, ils ne sont pas malades. Donc, c'est ça que j'ai mis la dernière question que vous lisez sur la diapo, où commence le bénéfice collectif et où s'arrête la liberté individuelle. À quel moment on ne lui impose pas de prendre de la rovamicine? Il vous dit non, moi je ne prends pas. Est-ce qu'on peut l'obliger à prendre? Je n'ai pas de réponse, je n'ai pas de réponse. Ça, c'est un problème éthique, c'est un questionnement, c'est une réflexion. D'accord? Comme je vous ai dit. Mais ça peut être une force de loi. C'est-à-dire qu'on va lui dire, oui, on va lui imposer ça, le confinement, c'est ça. Parce qu'il y a de la désinvolture populaire, on les oblige à faire un confinement. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui n'acceptent pas. La désinvolture, c'est des gens qui se foutent pas mal et qui disent, voilà, moi je pas besoin de confinement. On les oblige parce que c'est un intérêt de santé publique. C'est pour tous, pour nous tous. D'accord? Voilà. Et donc, l'éthique peut avoir une force de loi. Et donc, un petit peu, on oblige les gens parce qu'il y a un intérêt collectif. Il y a un intérêt collectif, il y a un bénéfice collectif. Voilà. C'est bon, vous avez compris? C'est juste une réflexion, c'est juste un questionnement avec réflexion. Il n'y a pas de décision. Nous sommes des médecins, nous donnons des prescriptions, des avis. D'accord? C'est bon? Oui, docteur. Alors, je continue. L'éthique clinique. L'éthique clinique. Alors, l'éthique clinique, c'est quoi? C'est un domaine qui concerne toutes les décisions, toutes les incertitudes, les conflits de valeurs, les dilemmes auxquels les médecins, les équipes médicales, etc., et l'entourage du patient sont confrontés au chevet des patients. Alors, là, il y a nécessité de prise de conscience éthique avec comme corollaire un consensus thérapeutique en évitant les dérives scientifiques. Alors, j'ai mis qu'en conclusion, ça concerne le comportement à tenir au chevet du malade et qui est centré sur la recherche de l'optimal et de ce qui est préférable. Alors, je m'explique. Alors, vous allez m'entendre bien. Alors, nous sommes, dans notre pratique quotidienne, nous sommes amenés à prendre des décisions médicales. Nous sommes amenés à prendre des décisions médicales. Que ce soit des décisions dans un cadre diagnostique ou des décisions dans un cadre thérapeutique. Toutes ces décisions posent un problème éthique. Posent un problème éthique parce que vous allez vous dire, il a besoin d'un scanner. Mais je vais vous dire, pourquoi pas l'IRM? Il a besoin d'un bilan. Mais pourquoi uniquement? Donc, il y a tout un questionnement que l'on peut avoir dans un cadre diagnostique, puis après dans un cadre thérapeutique. Notre intervention. Pourquoi le chic?
Donc, c'est tout un questionnement éthique. Nous avons l'impression que, si vous voulez, quand on traite, c'est comme ça, c'est écrit théoriquement, c'est comme ça. Eh ben non, vous avez les autres possibilités thérapeutiques, vous avez les autres ressources thérapeutiques. Et pourquoi vous limitez ou pourquoi vous étendez? Donc, il y a tout un questionnement éthique. Pourquoi ailleurs ils font ça? Pourquoi chez nous on fait ça? Pourquoi il y a une course au protocole? Pourquoi il y a une course aux publications? Je vais faire un protocole, je vais le publier. Ça va me ramener des points. C'est vrai que ça ramène des points. Mais est-ce que c'est en même temps, s'il y a un bénéfice aux patients? Peut-être pas. Peut-être pas. Et donc, c'est tout un questionnement éthique. Pourquoi on passe d'une étape vers une autre? Pourquoi on prend en charge tel malade de cette manière et l'autre de telle manière? Donc, c'est tout un questionnement clinique que l'on fait. Vous allez voir ça dans votre pratique. Vous êtes encore étudiant. Donc, quand vous allez commencer à pratiquer, vous allez vous poser la question, est-ce que je l'hospitalise? Est-ce que je l'hospitalise pas? Est-ce que je lui donne ce traitement? Est-ce que je lui donne ce traitement? Il y a tout un problème moral, éthique c'est moral, que vous allez avoir dans vos têtes. Même en médecine légale, hein, vous allez vous dire, pourquoi je lui donne celui-là 8 jours et l'autre je vais lui donner 12 jours d'arrêt de travail? Je suppose que vous avez fait médecine légale. Donc voilà un petit peu ce qui se passe. Donc c'est tout un problème moral qui est soulevé et qui comporte notre comportement et puis la recherche de l'optimal. La recherche de l'optimal. Et si vous avez l'éthique, c'est un petit peu la conscience, c'est la morale, c'est la conscience. Et vous allez après, le soir, vous allez vous poser la question, vous allez remettre en cause ce que vous avez décidé. Mais c'est un comportement, il faut chercher l'optimal, c'est-à-dire la meilleure cheval éthique. C'est un comportement éthique, c'est un comportement de soin, c'est un comportement d'examen, c'est un comportement de choix thérapeutique. Et donc, ça pose des problèmes moraux. Et vous allez voir dans votre pratique, c'est pas facile. C'est pas facile. Est-ce qu'il y a des questions à poser? Pas de questions? Alors, éthique et recherche médicale. L'éthique et recherche médicale, c'est un petit peu la bioéthique. La bioéthique parce que c'est de l'éthique et de la bioéthique. Alors, l'éthique parce que je vais commencer par la fin de vie. Par la fin de vie, par le début de vie. Alors, la fin de vie, vous lisez euthanasie, orthothanasie et l'acharnement thérapeutique. Alors, l'euthanasie, vous êtes médecin. On est toujours dans l'éthique, hein, dans l'éthique et la recherche médicale, mais il y a de la bioéthique. Alors, je m'explique. La fin de vie, l'euthanasie, c'est la forme active de donner la mort. L'orthothanasie, c'est la forme passive de donner la mort, c'est-à-dire débrancher, ne plus donner de soins et le laisser mourir. L'inverse, c'est l'acharnement thérapeutique. Alors, est-ce que ça pose un problème éthique? Est-ce que ça pose un problème économique? Est-ce que ça pose un problème social? Est-ce que ça pose un problème de droit à la succession? C'est plusieurs questions en fait qui sont posées. Alors, si par exemple les parents d'un malade souffrant, qui a un cancer, qui souffre de douleur, vous demandent de l'euthanasier, est-ce que votre morale, votre éthique va accepter de faire ça? Ou de faire de l'orthothanasie, est-ce que votre morale, votre éthique va vous permettre et va vous guider vers le fait d'arrêter toute prise en charge? Troisième point, l'acharnement thérapeutique. Je vais vous dire, voilà, vous avez ce malade, c'est mon parent. Je ne voudrais pas
que vous arrêtez les machines, même s'il présente une mort cérébrale, moi je vois que son cœur bat. Donc il est dans un état de cerveau mort, cœur vivant. Donc je vais vous dire, non monsieur le docteur, moi je voudrais que vous le soigniez encore. Peut-être qu'il va revenir à la vie. Donc ça, ces 3 points soulèvent un problème moral, soulèvent un problème éthique. Vous avez vu qu'il y a en France des jugements sur des gens, sur des personnes euthanasiées, parce que l'infirmière a donné un produit mortel. Vous avez vu que des médecins ont été attaqués en justice parce qu'ils ont fait de l'orthothanasie. Et puis l'acharnement thérapeutique pose un problème pour la structure de santé, pose un problème pour les médecins. La structure de santé, parce que là, ce qui veut dire acharnement thérapeutique, ça veut dire avoir un lit tout le temps dans les hôpitaux. Ça veut dire que si quelqu'un, dans une structure donnée, il y a 10 lits, et que ce malade reste là dans son acharnement thérapeutique plusieurs années, c'est-à-dire qu'il prive un autre d'avoir la possibilité d'être soigné dans ce lit, notamment de réanimation, par exemple. D'accord? Donc voilà un petit peu les problèmes éthiques soulevés dans ce cadre de recherche médicale et de décision médicale. Est-ce qu'il y a des questions à poser? C'est bon? C'est bon? C'est compris? Alors, le début de vie. L'avortement, c'est un interdit juridique. Hein. C'est un interdit juridique. Vous avez fait médecine légale? Vous avez fait l'enseignement de médecine légale? Donc, vous connaissez l'article 300? Oui. 300? On n'a pas fait, non, on n'a pas fait l'avortement. Vous n'avez pas fait l'avortement? D'accord. Alors, je vous explique un petit peu. Vous n'avez pas fait l'avortement. L'avortement, c'est, si vous voulez, l'expulsion d'un œuf. Vous avez courte. C'est ça. Sur un petit peu une synthèse sur la médecine légale. Si j'ai du temps, je vous la ferai là, sur micro. D'accord? Une synthèse sur la médecine légale, vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc, l'avortement, c'est l'expulsion d'un œuf provoqué volontairement. Hein, provoqué volontairement. Et donc, c'est un interdit juridique. C'est un interdit juridique par la loi. Si vous faites un avortement, vous êtes puni comme médecin. Si la femme fait un avortement, elle est punie comme parturiente ou patiente. D'accord? Donc, l'avortement pose un problème éthique. Pose un problème éthique parce que le droit à la vie, comme le droit à la mort, commence à partir de la conception de l'œuf, à partir de la conception de l'embryon. D'accord? Mais dans d'autres pays, l'avortement est autorisé, oui, à 4 semaines, par exemple, d'état gestationnel. Problème éthique, ça pose un problème juridique. Pourquoi des pays tolèrent l'avortement? Pourquoi des pays ne tolèrent pas l'avortement? Et puis, quand est-ce que commence le droit à la vie? Le droit à la vie pose un problème éthique. Si on voit la religion musulmane, par exemple, وين تروح تنزل في الذات؟ Une réponse. الروح وين تنزل في الذات؟ Chez l'embryon. Achetez-lui une date. À partir du 21e semaine d'aménorrhée. Troisième semaine. والربعين ما نسمعوش بالربعين 6 semaines. D'accord? 6 semaines à peu près, vous avez le corps qui devient animé un petit peu. D'accord? Donc, l'avortement,
c'est un interdit, hein, surtout dans la religion musulmane. Donc nous, on puise notre loi sur la religion musulmane, et donc on n'autorise pas l'avortement. L'avortement est toléré, par exemple, en Tunisie ou là, en Angleterre, jusqu'à 12 semaines. Bon, chez nous, c'est un interdit. Donc ça pose un problème éthique. La procréation médicalement assistée pose un problème éthique. L'allocation d'utérus, je vous en ai parlé hier. Les enfants de la science, la sélection de la race, le diagnostic anténatal, tout ça pose problème. Tout ça pose problème. Alors, en début de vie, Un problème de sang, docteur. conception d'un œuf, je vous entends mal. Quelqu'un veut dire quelque chose? Le sang, ça coupe. Problème de sang. J'entends pas. Hein. Plus fort, s'il vous plaît. Le sang se coupe. Pardon? Je vous entends mal. Un problème de sang. Bon, il y a des coupures. De sang, très bien. C'est bon, hein, pour moi, c'est activé le sang. Hein. Donc, en début de vie, il y a un problème éthique. Que ce soit l'avortement, que ce soit la procréation médicalement assistée. Alors, imaginez par exemple, imaginez qu'une personne humaine, qu'un homme met en congélation son sperme. D'accord? Après, il décède. 10 ans après, va dans le laboratoire et il demande au laboratoire avec le spermatozoïde de son mari, qui est mort il y a 10 ans. Et elle va voir un enfant qui génétiquement vient du mari et de la femme, mais dont le mari est mort il y a 10 ans. Et elle va faire cet enfant. Elle a eu un bébé dont le père est mort il y a 10 ans. Alors, comment on va l'appeler? On va lui donner le nom de son père. On va lui donner un prénom. Vous avez le diapo? Oui. La déléguée اللي راهي هنايا تهضر مع l'administration. حنا راه عندنا توجور لو بروبليم دو سون. كلمة نسمعوها و10 ما نسمعوها. جاو شيخ جاو لي دو هي بالشيخ جا Chaque jour le même problème, c'est trop.
Vous m'entendez? Désolé, hein. Alors, je continue, hein. Je continue. Donc, pour le début de vie, l'avortement, il y a un problème. Vous m'entendez là, s'il vous plaît? Oui, Non? docteur, on vous entend. Oui, Oui. bon. Oui. Alors, je reprends, désolé, il y a une coupure d'électricité. L'avortement pose un problème juridique, mais en même temps un problème éthique. C'est-à-dire que pourquoi dans des pays l'avortement est autorisé, d'autres non. Alors, j'étais en train de parler du cas de la femme qui enfante un enfant et dont le mari est mort il y a 10 ans. Vous avez entendu tout ça, oui. Oui, docteur. Et donc, comment administrativement vous allez inscrire cet enfant? Vous allez à la mairie, vous voyez dans l'acte de mariage que le père est décédé déjà et que la femme vient d'avoir un enfant et elle vous dit que c'est l'enfant qui vient de son mari. Donc, si vous voulez administrativement, comment on peut concevoir ça? Cela pose un problème éthique, évidemment. L'allocation d'utérus, quand une femme et un homme fécondent un embryon ou un œuf et puis louent un utérus. Si vous voulez, on occulte là tous les autres aspects administratifs, des aspects psychologiques même de cette grossesse. Est-ce qu'il y a des questions à poser pour ce problème de problème éthique de début de vie? Est-ce qu'il y a des problèmes? Est-ce qu'il y a des questions? Non, docteur. C'est bon? Alors, je continue. Alors, j'ai mis enfant de la science. Qu'est-ce que c'est pour vous un enfant de la science? Eh bien, tout simplement parce que, si vous voulez, l'enfant a un statut. L'enfant a un statut. Il peut être un enfant naturel. Un enfant naturel, c'est-à-dire un enfant qui vient d'une femme connue et d'un père inconnu, parce que la femme a eu plusieurs relations. Et donc, c'est une relation banale qui donne un enfant naturel. L'enfant illégitime, c'est l'enfant qui vient d'une relation d'un père connu et d'un père d'une mère connue et d'un père connu, mais qui rentre pas dans le cadre d'un mariage. Un enfant légitime, c'est un enfant qui vient dans le cadre d'un père et d'une mère connue et qui sont mariés. C'est l'enfant légitime. Et puis les enfants de la science, ce sont tous les enfants qui viennent comme ça du fait si vous voulez, du fait de l'action de la science. Parce que si c'était pas la science, il n'y aurait pas eu cet enfant. C'est-à-dire, c'est par exemple l'enfant dans le qui vient d'un spermatozoïde congelé. Et tout ça, si vous voulez, pose des problèmes. C'est les enfants de la science qu'on appelle et qui posent des problèmes surtout administratifs, surtout psychologiques, etc. Puis après, j'ai mis sélection de la race. Dans le cas des enfants de la science, imaginez que maintenant, comme on connaît qu'on est très avancé sur le plan génétique, on va faire une sélection de la race. Alors, ce qu'avait fait Hitler dans les années 40, il a fait il voulait faire une sélection de la race humaine. C'est-à-dire que celui qui n'est pas beau, celui qui a un handicap meurt. Et celui qui est beau, vive. C'est ce qu'on appelle l'eugénisme. L'eugénisme. Eh bien, avec la génétique, on peut faire de l'eugénisme génétique, c'est-à-dire une sélection de la race. Et on va tracer des profils d'hommes, hommes et femmes évidemment, hein, des profils d'hommes, de personnes humaines,
Et on va leur dire, voilà, on va même stéréotyper l'homme. On va identique. On va mettre un génome identique, un profil génétique identique, et on va stéréotyper l'homme, et on va créer l'homme comme sélectionné en quelque sorte. Et est-ce que la morale l'accepte? Est-ce que l'éthique accepte? Bon, évidemment, c'est un questionnement. Et évidemment, on ne l'accepte pas. Ni sur le plan religieux, ni sur le plan social, ni sur le plan mœurs, ni sur le plan moral. Donc, on ne peut pas accepter, si vous voulez, cette avancée scientifique qui va nous permettre de sélectionner l'homme. C'est bon? Et donc, et puis après, vous avez la génétique en troisième point, la recherche de paternité. Je vous ai parlé hier des kits de recherche de paternité, c'est pas la peine que je retourne. Alors, ce qui est permis en génétique, pour toucher au génome humain, c'est quand on peut faire de la thérapie génique sur les cellules germinales et non somatiques. Donc, on ne peut toucher que sur les cellules, j'entends du bruit, sur les cellules germinales et non pas sur les cellules somatiques. Voilà. Donc, on peut pas faire de recherche de paternité, c'est un interdit pour préserver la paix des familles. Mais on peut faire de la thérapie génique, on peut faire de la chirurgie fœtale, mais on ne peut pas trop toucher à l'homme. Alors, corps humain et prélèvement et ces éléments, c'est toute une législation sur les prélèvements et transplantations d'organes que je ne peux pas vous faire aujourd'hui parce que ça demande au moins 1 heure de présentation. Les essais thérapeutiques et l'expérimentation, alors là, si vous voulez, c'est un petit peu ce que font les médecins, les pharmaciens. Donc, c'est pour comment avoir un médicament, comment se présente la fabrication des médicaments. Ça nous paraît simple, anodin. On va chez le pharmacien, on achète un médicament. Eh bien, ce médicament, il est passé par plusieurs étapes. Il est passé par une expérimentation au niveau du laboratoire, une expérimentation ou un essai thérapeutique sur l'animal, et puis des essais thérapeutiques sur l'homme. Parce que sinon, ce médicament n'a pas de brevet. Tout médicament qui est au niveau des pharmacies a évidemment un brevet. Un brevet, c'est-à-dire une certification. C'est-à-dire ce médicament est produit pour traiter telle affection ou tel symptôme ou telle maladie, etc. D'accord? Ça, c'est un brevet. Puis après le brevet, quand on a le brevet, c'est-à-dire la certification, on a l'autorisation de mise sur le marché pour qu'il soit vendu, avec un numéro d'autorisation de mise sur le marché. Mais le problème éthique qui se pose pour les médicaments, c'est comment accepter le passage. Bon, on peut admettre facilement le fait que ce médicament soit expérimenté dans un labo, soit expérimenté chez l'animal. Mais on accepte mal cet essai sur l'homme. On va essayer ce médicament sur l'homme pour voir s'il a des effets secondaires, des effets sur la pathologie et s'il a des effets secondaires. Et donc, on accepte mal. Mais c'est un passage obligatoire. C'est un passage obligatoire. Il faut l'essayer sur des personnes. Et c'est pour ça que hier, je vous ai parlé de personnes cobayes. Mais maintenant, on parle de personnes qui se prêtent à l'expérimentation. Voilà. Donc, et le médicament qu'on a, c'est le précepte. C'est le premier. Le précepte. Puis après, quelques années, on va permettre à la firme de vendre ces médicaments et les autres firmes qui vont le fabriquer, ils vont fabriquer ce qu'on appelle, ce que vous avez sur les pharmacies, les génériques. Voilà. Mais le premier médicament qui est très efficace, c'est le précepte. Voilà. Alors,
Je ne sais pas si vous voyez la diapo. Vous prenez les diapos, vous allez réfléchir sur tout ça. Comment régénérer les vaisseaux dans la maladie, comment on a commencé l'immunothérapie dans le traitement des cancers. Tout ça a posé des problèmes, a posé des problèmes éthiques évidemment, parce qu'il y a les intérêts individuels, il y a les intérêts sociétals et les intérêts scientifiques. Et donc, comment on peut admettre, comment passer d'un intérêt individuel vers un intérêt sociétal et vers un intérêt scientifique? Comment admettre tous ces intérêts? Parce que le médicament, si on le donne à la personne malade, on peut accepter ça. Mais si on le donne à la personne saine qui n'a pas besoin de ce médicament, comment voulez-vous, comment on peut admettre ça? Comment accepter? Quoique il y a des labos peut-être qui donnent de l'argent, peut-être, hein, aux personnes qui se prêtent aux expérimentations. Voilà. Mais ça pose un problème moral. Parce que la personne n'a pas de quoi manger et elle se prête à l'expérimentation, par exemple, pour avoir de l'argent pour manger. Et donc, c'est un problème moral qui est soulevé. Comment accepter, ou l'insu même du malade ou de la personne, parfois ces médicaments sont donnés à l'insu. C'est-à-dire qu'ils savent pas qu'ils sont en train de subir une expérimentation thérapeutique. Voilà. Voilà un petit peu les différentes questions. Bon, mais là, on est dans le basal, hein. On est dans le basal. Si vous voulez la prochaine séance, je vous relance sur tout ce qui se passe actuellement comme problème éthique, mais tous les autres problèmes éthiques qui sont soulevés par la recherche médicale. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à me poser? Docteur, Oui. s'il vous plaît, dernièrement, on a vu l'introduction d'antipalodiques dans le Covid. Sachant que on sait précédemment qu'il y avait des effets secondaires qui sont vraiment fatals. Sur quoi? Sur quel médicament? L'antipalodique. L'antipalédique, Une paludise. c'est à Marseille. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait une course au protocole. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait une course au protocole, oui. Oui. Alors, ça c'est vraiment le problème éthique qui se pose. Puis les médicaments. Alors, pour le Covid, le Covid, c'est évidemment, c'est d'inconnu, hein. C'est une maladie qu'on ne connaît pas, c'est d'inconnu, qui est venue en décembre 2019. C'est de l'inédit, c'est la première fois. Et c'est de l'imprévisible en même temps. D'accord? Alors, vous savez il y a la chloroquine, on l'a donné, on a donné du Zitromax, on a donné de l'Oroquine, on a donné de l'Augmentin. D'accord? Mais on ne sait pas trop. C'est vrai que ça aide un petit peu. Ça aide. Peut-être ça a donné, bon, la chloroquine, on la connaît depuis longtemps. Elle est prescrite dans le paludisme. C'est une maladie, je dirais presque éradiquée, hein. Presque éradiquée, donc qui vient de temps en temps. Mais, si vous voulez, c'est un problème éthique. J'ai pas de réponse à vous donner. J'ai pas de solution à vous donner. Mais, si vous voulez, elle a été acceptée par des masses patients. Elle a été donnée en France, notamment, même en Algérie. Mais maintenant, je crois qu'on ne sait pas trop. Est-ce qu'il y a des études réalisées? Pas dire, l'éthique, c'est une réflexion, je vous ai dit. L'éthique, c'est pas répondu à votre question. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui. Oui, c'est bon? Vous avez compris l'intérêt de la question? C'est-à-dire, je suis l'enseignant de l'éthique, mais malheureusement, il n'y a pas de décideur en éthique. On n'a pas un pouvoir de décision. Sauf quand, par exemple, un médicament montre beaucoup d'effets secondaires.
D'accord? Montre beaucoup d'effets secondaires. Et puis, il y a et on lui retire même le brevet. Parce qu'il y a des firmes qui donnent, si vous voulez, la certification. Qui c'est qui certifie? C'est l'agence du médicament. C'est l'agence du médicament. C'est une structure qui a les moyens pour analyser en même temps le médicament, qui a les moyens pour faire de l'expérimentation, qui a les moyens, si vous voulez, de faire des études, d'évaluer. Et c'est à elle, cette agence du médicament, qui est d'accord ou retirer l'accord en même temps. D'accord? Voilà. L'éthique, moi je vous donne, si vous voulez, l'essence que je voudrais que vous compreniez du cours, c'est que c'est une réflexion éthique. Il se passe des choses dans le monde qui sont peut-être morales ou immorales, d'accord, qu'on peut accepter ou ne pas accepter. Et c'est tout. Et je vous donne un petit peu, si vous voulez, les domaines de réflexion. Je ne vous donne pas la solution. C'est bon? Vous avez compris? Oui, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Docteur, s'il vous plaît, ce qui concerne Oui. un étudiant en médecine Oui. qui va trouver un accident de travail. Oui. Vous m'entendez? J'entends pas. Oui. Un Oui, étudiant, c'est bon. un Qui étudiant a subi un accident de travail. Non, il a trouvé un accident Oui. de route, un accident de circulation. Est-ce qu'il est De route, obligé, d'accord. oui, est-ce qu'il Oui. est obligé de descendre et donner l'aide? Ou est-ce qu'il sera pénalisé s'il va pas faire ce geste? Au cas où il va, Ah ben, s'il est le seul. Écoutez. Oui. Si vous, la non-assistance à personne en danger. La non-assistance à personne en danger concerne tout le monde. Le danger n'est pas forcément médical. Le danger peut être autre. Le fait de le faire, par exemple, la voiture elle brûle. Il faut le faire sortir de la voiture. D'accord? Si vous n'intervenez pas, vous êtes là, vous avez fait une non-assistance à personne en danger. Bon, évidemment, on vous dit, à condition que vous ne mettez pas votre vie en danger. D'accord? Donc, il faut intervenir, même si vous êtes étudiant en médecine, avec ce que vous savez faire. Vous savez faire, si vous voulez, s'il fait un arrêt cardiaque, eh bien, vous faites un massage cardiaque. D'accord? C'est bon? J'ai répondu à votre dans question? le cas où, dans Il le cas refuse. où il va, non, Il devient comme toute personne. Il devient comme toute personne. Je vous ai dit que le danger n'est pas forcément médical. Sauf, il faut dire, en droit, c'est le qanoun, en droit, c'est la non personne en danger. La médecine, c'est une absence ou en péril qui va mourir. Alors, si vous n'intervenez pas, vous êtes accusé de non-assistance à personne en péril. Si le péril est d'ordre médical, s'il a besoin de soins, vous devez intervenir dans ce cas. Si par exemple, il est coincé dans la voiture, vous devez faire sortir. S'il y a un feu qui commence, vous devez le faire sortir. Sinon, il va être brûlé. Donc, vous intervenez avec vos moyens. C'est bon? Et ce que vous pouvez faire, vous êtes coupable moralement. Il faut aider les gens, surtout quand on est médecin. Il faut faire du bien. D'accord? D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Le prochain cours, qui c'est qui est délégué? Vous avez le programme? Vous avez le programme?
femmes. On n'a pas le programme, docteur. On n'a pas de plan. Vous n'avez pas, bon courage. Manish. Donc, la prochaine séance, je vous prends quand il y a la prochaine séance de Kunad. Je vous reprends, d'accord? Docteur, Bon courage. Docteur, s'il vous plaît, on aura quoi demain en cours? Demain? Avec qui demain? Manish Arf. Moi, j'ai pas le programme, hein. On n'a pas le... Donc, moi, on m'appelle, on me dit, j'enseigne. Ok, c'est bon? Oui, docteur, merci beaucoup. C'est bon? Merci beaucoup, Nisma. Voilà, bon courage. Bon appétit.